Mon frère a explosé. Je n'ai jamais demandé à être l'enfant préféré. Après des années où tu as été le petit prodige de ma mère, alors que j'étais totalement ignoré, j'ai donc répondu, je sais, mais tu as vraiment apprécié les avantages, n'est-ce pas? Laissez-moi vous ramener au tout début, pour bien comprendre le désastre spectaculaire que fut mon anniversaire charnière. J'ai grandi dans une petite ville près de Columbus, dans l'Ohio. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde. Ma mère, Patricia, était l'ultime façade de la perfection. Présente à l'église chaque dimanche, organisatrice des fêtes de quartier, elle était toujours celle qui préparait le meilleur plat à partager. Sur le papier, elle était la mère idéale. 2 fils, une belle maison, et un mari stable. Mon père, Gérald, travaillait dur, jusqu'à ce que son cœur lâche quand j'avais 19 ans. Papa était un homme bon et discret. Il montrait son amour par des actes concrets, comme réparer votre voiture avant l'aube. Il me manque chaque jour qui passe. Ensuite, il y a mon frère Travis. Il a 2 ans de moins que moi, et c'est l'enfant chéri de la famille depuis sa naissance. Je n'exagère pas. J'ai un jour compté les photos de bébé lors de la fête de Thanksgiving. C'était une activité d'adolescent vraiment déprimante, mais cela a confirmé ce que je savais déjà. Travis avait 43 photos encadrées, réparties dans toute la maison. J'en avais 11. Et 2 d'entre elles étaient des photos de groupe, où l'on me voyait à peine. Attention, je ne dis pas que ma mère ne m'aimait pas. Je pense qu'elle m'aimait, à sa manière, bien que très limitée. Mais il y a toujours eu ce système de classement invisible, et je n'ai jamais été au sommet. Travis était l'athlète, le charmeur, doté de son propre champ magnétique. Quand j'entrais dans une pièce, les gens disaient « Oh, tu es le frère de Travis ». À chaque fois, je devenais le prolongement de quelqu'un d'autre, avant même d'avoir la chance d'être ma propre personne. Ce favoritisme était subtil quand nous étions enfants. Travis recevait le vélo neuf, je récupérais celui d'occasion. Travis pouvait choisir le restaurant pour son anniversaire. Moi, on me disait que maman avait déjà fait une réservation. Des petites choses. On rationalise tout ça quand on est jeune. On se dit que ce n'est pas si grave, et que notre mère nous aime tous les deux de la même façon. On se persuade que Travis a simplement besoin de plus d'attention, parce qu'il est le plus jeune. On s'invente ces petites histoires, pour rendre la situation acceptable. Mais ensuite, nous avons grandi, et ces histoires ont cessé de fonctionner. Quand Travis a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, maman lui a organisé une fête grandiose. Elle a loué la cour de l'église, engagé un DJ, et invité la moitié de la ville. Elle a même prononcé un discours qui a fait pleurer l'assistance. 2 ans plus tôt, lors de ma propre remise de diplôme, nous étions allés chez Applebee's. Juste nous 5. Et maman a passé la majeure partie du dîner, à raconter comment Travis avait intégré l'équipe première de baseball du lycée, dès sa 2e année. Pour l'université, le schéma s'est répété. Travis voulait aller à l'université d'État de l'Ohio, et maman a trouvé une solution. Elle a contracté des prêts, et elle a puisé dans ses économies, même si l'argent se faisait rare après le décès de papa. Quand, 2 ans auparavant, j'avais demandé de l'aide pour financer une modeste université communautaire, elle m'avait répondu que je devais apprendre la responsabilité financière. Je travaillais pour 9,50 € de l'heure, et je mangeais des nouilles instantanées 4 soirs par semaine. Alors oui, la fameuse responsabilité financière. J'ai donc payé mes études moi-même. D'abord un diplôme court, puis j'ai rejoint une université d'État, pour obtenir ma licence en comptabilité. Cela m'a pris 6 ans au lieu de 4, parce que je travaillais à temps plein. Lors de ma remise de diplôme, maman a juste dit « c'est bien ». Ensuite, elle m'a demandé si je pouvais aider Travis à emménager dans son nouvel appartement. Aucune fête, aucun discours, pas même un repas au restaurant. Seulement un simple « c'est bien ». À l'aube de mes 30 ans, j'avais passé ma vie entière à accumuler ces petites blessures silencieuses. J'étais devenu vraiment doué pour faire semblant qu'elles ne faisaient pas mal. J'avais un travail correct, un petit appartement, quelques bons amis, et une vie sentimentale que l'on pourrait décrire, au mieux, comme parsemée d'espoirs intermittents. Je m'en sortais bien, toujours juste bien. Alors, quand maman m'a appelé en septembre, pour m'annoncer qu'elle voulait organiser une fête d'anniversaire commune, j'ai été surpris. Nos anniversaires ne sont espacés que de 10 jours, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. De l'espoir.
Un espoir stupide et enfantin. Elle m'a expliqué qu'elle voulait faire les choses en grand, puisque j'allais avoir 30 ans, et que Travis allait en avoir 28. Je la cite, « Je veux célébrer mes 2 garçons comme il se doit, cette année. Mes 2 garçons, comme il se doit. » Ces mots avaient une grande importance pour moi. Ils n'auraient pas dû, car le passé m'avait appris à me méfier, mais ils m'ont touché. La fête a eu lieu chez maman, un samedi d'octobre. Elle avait décoré toute la maison. Il y avait des guirlandes, des ballons, et une banderole qui disait « Joyeux anniversaire, Daniel et Travis ». Mon prénom figurait en premier sur l'affiche. Je me souviens l'avoir remarqué, et avoir ressenti un battement de cœur, chaleureux et un peu naïf. Comme si, peut-être, les choses étaient enfin en train de changer. Environ 40 personnes étaient présentes. Des tantes, des oncles, des cousins, les amis de l'église de maman, et les potes de fac de Travis. La nourriture était excellente, et la musique plutôt bonne. Pendant environ 2 heures, j'ai vraiment passé un bon moment. Travis et moi nous entendions bien. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais bougre, il est juste gâté. Ce n'est pas lui qui a créé ce favoritisme, il en a simplement tiré profit. Puis est venu le moment des cadeaux. Maman a rassemblé tout le monde dans le salon. Elle arborait ce grand sourire, celui qu'elle réserve pour les moments où elle sait qu'on la regarde. Elle a d'abord tendu son cadeau à Travis. C'était une magnifique boîte, enveloppée dans un papier bleu marine, ornée d'un nœud argenté. Travis l'a ouverte, et en a sorti une Rolex flambant neuve. Pas une imitation, une véritable Rolex submarinée. La pièce a explosé de joie. Les gens ont applaudi, quelqu'un a sifflé. Les amis de Travis n'en revenaient pas, maman rayonnait, s'imprégnant de chaque réaction. Mon bébé mérite ce qu'il y a de mieux, a-t-elle déclaré. Ensuite, elle s'est tournée vers moi. Elle m'a tendu un sac cadeau. Ce n'était pas emballé. C'était juste un simple sac blanc, avec du papier de soie froissé qui dépassait. Je pouvais déjà en sentir le poids, ou plus exactement, l'absence de poids. J'ai glissé la main à l'intérieur, et j'en ai sorti un flacon d'eau de Cologne. Il était à moitié vide. Le bouchon était mal fermé, il y avait une tache sur le verre, et l'étiquette de prix était encore collée en dessous. 4,99 €, provenant de l'un de ces bacs à soldes, au supermarché du coin. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce, pendant environ 2 secondes. Cela ne semble pas très long, jusqu'à ce que vous soyez celui qui se tient là, tenant un flacon de parfum entamé, avec son étiquette de prix bien visible. Le tout, pendant que votre frère attache une Rolex à son poignet. Puis, quelqu'un a ri nerveusement, et maman a lancé d'un ton enjoué, « Je me suis dit que tu pourrais utiliser un nouveau parfum. » Quelques personnes ont gloussé, comme s'il s'agissait d'une blague mignonne. Mais ce n'était pas une blague. J'ai regardé ma mère. Et, pour la première fois en 30 ans, je ne lui ai cherché aucune excuse. Je n'ai pas essayé de rationaliser la situation, de la minimiser, ou de la ranger dans cette boîte au fond de mon cœur, où je gardais toutes les autres petites blessures. Je l'ai simplement regardée. Elle m'a regardé en retour, et j'ai pu lire dans ses yeux, qu'elle ne réalisait même pas ce qu'elle venait de faire. C'était bien ça le pire. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'indifférence pure et simple. Je n'avais tout bonnement pas assez d'importance à ses yeux, pour qu'elle fasse le moindre effort. J'ai remis l'eau de Cologne dans le sac, et j'ai dit « merci ». Parce que 30 années de conditionnement sont difficiles à effacer. Je suis resté encore 20 minutes, j'ai fait la conversation, et j'ai mangé une part de gâteau qui avait le goût du carton. Ensuite, j'ai dit à maman que je me levais tôt le lendemain, et que je devais partir. Elle a à peine levé les yeux de la discussion, qu'elle était en train d'avoir avec ma tante. Je suis rentré chez moi, ce soir-là, avec le sac cadeau posé sur le siège passager. Quelque part près de la borne kilométrique 14, sur l'autoroute, j'ai pris une décision. C'était terminé. Je n'étais pas en colère, j'avais juste fini. Sans aucun drame, c'était tout simplement, silencieusement, et définitivement terminé. J'allais cesser d'attendre que ma mère me remarque, car cela n'arriverait jamais. Cette nuit-là, je suis rentré, et je ne suis plus jamais revenu. Les premiers jours après la fête ont été étrangement calmes. Je m'attendais à ressentir de la colère, ou à être dévasté, mais je me sentais surtout vide. C'était comme si quelqu'un avait creusé la partie de moi qui s'en souciait, ne laissant derrière qu'un espace creux et silencieux. Le lundi, je suis allé au travail comme si de rien n'était.
J'ai rempli des déclarations d'impôts, j'ai rapproché des feuilles de calcul, j'ai bu le mauvais café de la salle de pause. La routine. Maman n'a appelé ni dimanche, ni lundi. Mercredi, j'ai compris qu'elle n'appellerait probablement pas du tout. Et, le plus drôle, c'est que ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, en revanche, c'est que Travis a appelé. Son nom s'est affiché mercredi soir, pendant que je préparais le dîner. Un burrito surgelé, car je suis un homme de 30 ans vivant sa meilleure vie. La voix de Travis a pris ce ton prudent, que les gens utilisent quand ils savent qu'ils s'aventurent sur un champ de mine. Et mec, tu es parti un peu tôt samedi. Tout va bien? Je lui ai répondu que tout allait bien. Il a fait une longue pause, puis il a dit, l'histoire du parfum, c'était vraiment n'importe quoi. Daniel, je veux que tu saches que j'ignorais totalement qu'elle allait faire ça. Et je l'ai cru. Comme je l'ai dit, Travis n'est pas le méchant. Il est juste la personne qui n'a jamais eu à se battre pour obtenir une place à table, puisqu'une chaise lui était toujours gentiment tirée. Mais le fait que, même Travis, reconnaisse à quel point c'était grave, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Si l'enfant chéri grimace de gêne, c'est que la situation est irrécupérable. J'ai dit à Travis que j'appréciais son appel, et j'étais sincère. Ensuite, j'ai changé de sujet. Nous avons parlé de football américain pendant 10 minutes, et nous en sommes restés là. Les conséquences de mon silence ont commencé à se manifester environ 2 semaines plus tard. Maman m'a finalement appelé un jeudi. Non pas pour prendre de mes nouvelles, ni pour s'excuser. Mais pour me demander si je pouvais l'aider à déplacer des meubles, car elle redécorait la chambre d'amis. Elle a parlé sans interruption pendant 6 minutes, sans jamais me demander comment j'allais. Je sais que cela a duré 6 minutes, car j'ai fixé l'horloge de mon micro-ondes pendant tout ce temps. Quand elle a eu terminé, elle m'a dit, « Alors, tu peux passer samedi matin ?» J'ai répondu, « Non ». Cette simple syllabe a provoqué un silence si assourdissant, que j'ai cru que la communication avait été coupée. Ma mère n'était pas habituée à m'entendre dire non. J'avais passé 3 décennies à être le fils fiable. Celui qui était toujours présent, qui ne se plaignait jamais, qui aidait à déplacer les meubles, et qui réparait les robinets qui fuient. Je la conduisais à ses rendez-vous, sans jamais rien demander en retour. J'avais appris, il y a bien longtemps, que demander n'était qu'une façon créative de s'exposer à la déception. Elle m'a demandé, « Comment ça, non ?» J'ai répondu, « Ça veut dire non, je ne peux pas venir samedi. » Elle s'est tue, puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle a joué la carte de la culpabilité. Je ne te demande pas grand-chose, Daniel. Ton père n'est plus là, et je ne suis qu'une femme seule, essayant de faire tourner cette maison. Je pensais pouvoir compter sur mon fils. 1 an plus tôt, cette technique aurait fonctionné. Mais quelque chose avait changé en moi, après cette fameuse fête. Un mur porteur intérieur s'était finalement effondré, et la culpabilité a tout simplement rebondi sur moi. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je ne pouvais pas venir, et j'ai raccroché. Au cours du mois suivant, j'ai pris mes distances d'une manière que je n'avais pas prévue, mais je n'arrivais plus à m'arrêter. Je n'ai pas appelé ma mère. Je ne suis pas allé la voir. J'ai sauté le dîner du dimanche, pour la première fois depuis probablement 5 ans. J'ai cessé d'être la personne qui initiait chaque interaction. Et ce que j'ai découvert a été d'une simplicité dévastatrice, quand j'ai arrêté de faire le premier pas, personne n'a cherché à me joindre. Le truc, quand on est la bête de somme de la famille, c'est que personne ne remarque le travail accompli, jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'avais maintenu les choses en ordre pendant si longtemps, que tout le monde supposait que tout tenait par magie. Les gouttières de maman étaient nettoyées par l'opération du Saint-Esprit. Ses impôts étaient déclarés correctement, parce que le fisc était tout simplement très serviable. Sa voiture était vidangée à temps, car la fée de l'automobile passait tous les 8000 km. En réalité, c'était toujours moi. Et aucun d'entre eux n'y avait jamais prêté la moindre attention. Thanksgiving a été le véritable test. Maman m'a appelé la semaine précédente. L'espace d'une seconde, j'ai pensé que cela pourrait peut-être être différent, et que la distance l'avait fait réfléchir. Elle a dit, « Daniel, j'ai besoin que tu sois là tôt, jeudi, pour m'aider à tout préparer. Je fais une dinde de 10 kilos cette année, et il me faut quelqu'un pour la soulever et la mettre au four. Travis amène sa petite amie, et je veux que tout soit parfait. Pas de « tu me manques ». Pas de « je suis désolé pour ton anniversaire ».
Juste, j'ai besoin de tes muscles pour porter une dinde, afin d'impressionner la copine de ton frère. Je lui ai dit que je ne viendrais pas. L'explosion qui a suivi était exactement ce à quoi je m'étais préparé toute ma vie. Ma mère m'a traité d'ingrat et d'égoïste. Elle m'a accusé de la punir pour un cadeau stupide, et de prendre les choses de manière totalement disproportionnée. Ensuite, elle a ajouté que mon père aurait honte de moi. C'était l'option nucléaire, la carte qu'elle gardait en réserve pour le moment où plus rien d'autre ne fonctionnait. Elle savait exactement où viser avec celle-là. Je n'ai pas crié, et je n'ai pas pleuré. J'ai simplement attendu qu'elle termine. Puis, j'ai prononcé une phrase que je portais en moi depuis très longtemps. J'ai dit, « Maman, pourquoi as-tu offert une Rolex à Travis, alors que tu m'as donné un flacon d'eau de Cologne entamé, venant du supermarché, avec l'étiquette de prix encore collée dessus ?» Face à son silence, j'ai continué, « Je ne dis pas ça pour déclencher une dispute. Je veux sincèrement comprendre. Nous étions dans la même pièce, à la même fête, pour la même occasion. Et tu as offert une montre de luxe à ton fils de 28 ans. Tandis que tu donnais à ton fils de 30 ans un parfum à 4 €, à moitié vide. » Quoi, a-t-elle balbutié. Il n'était pas à moitié vide. Il était à peine ouvert, et je me suis dit que tu aimerais l'odeur. C'était sa seule réponse. Après avoir passé 30 ans à la seconde place, sa seule ligne de défense était que le parfum était à peine ouvert. Je lui ai alors dit, « Je ne pense pas que tu te rendes compte, maman. Et je crois que c'est bien pire que si tu l'avais fait exprès. » Elle m'a répondu que j'étais trop dramatique. Que j'avais toujours été trop sensible, et que Travis ne recevait aucun traitement de faveur. Selon elle, je percevais les choses de cette façon, simplement parce que j'avais des problèmes. Elle a littéralement utilisé ce mot. Comme si le souci n'était pas qu'elle m'ait publiquement humilié, mais plutôt que je souffre d'un trouble psychologique pour l'avoir remarqué. J'ai conclu, « Je ne viendrai pas à Thanksgiving, maman. J'espère que vous passerez un bon moment. » J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Ensuite, je suis resté assis à la table de ma cuisine pendant un très long moment. J'ai pensé à mon père. Je me suis demandé ce qu'il dirait, s'il pouvait voir tout ça. J'ai repensé à cette banderole lors de la fête, avec mon prénom écrit en premier, réalisant à quel point j'avais été stupide de croire que cela signifiait quelque chose. Puis, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis les funérailles de mon père. J'ai pleuré. Pas le genre de petites larmes gracieuses. Les pleurs moches, ceux où tout votre corps tremble, et où, après coup, votre visage donne l'impression que vous avez perdu un combat contre un essaim d'abeilles. Je suis resté là, et j'ai fait mon deuil. Pas seulement celui de mon anniversaire, mais de toute cette histoire. Chaque moment où l'on m'a ignoré, chaque remise de diplôme séchée, chaque fois qu'elle a regardé à travers moi, juste pour voir Travis debout derrière. Quand j'ai eu terminé, je me suis lavé le visage, et je me suis préparé un sandwich. L'appartement était toujours aussi silencieux, mais l'atmosphère n'était plus pesante. Je me sentais enfin chez moi. Le lendemain matin, ma tante Caroline m'a appelé. Maman avait raconté à la famille que je traversais une mauvaise passe, et que je refusais de venir pour Thanksgiving. J'ai dit toute la vérité à Caroline, sans rien omettre. Elle a écouté sans m'interrompre une seule fois. Et quand j'ai eu terminé, elle a prononcé des mots qui m'ont à nouveau brisé le cœur, « Mon chéri, ton papa le voyait aussi. Il lui en a parlé à plusieurs reprises. Seulement, elle n'a jamais voulu écouter. Mon père le savait. Il avait essayé d'arranger les choses, mais elle ne s'en souciait pas assez pour changer. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé que je ne faisais pas qu'une simple pause avec ma mère. C'était terminé pour de bon, de façon permanente. Il était temps de plier bagages émotionnellement, et de partir. Fini. Et, pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je me sentais libre. Voici ce que personne ne vous dit, à propos de couper les ponts avec sa famille. Les 2 premières semaines, on ressent une immense libération. Vous marchez avec une légèreté dans la poitrine, comme si vous aviez porté un sac à dos rempli de pierres toute votre vie, et que vous l'aviez enfin posé. Vous dormez mieux. Vous réfléchissez plus clairement. Vous arrêtez de sursauter chaque fois que votre téléphone sonne. Puis arrive la 3e semaine, et la solitude débarque, comme un invité indésirable qui aurait ramené tous ses bagages. Thanksgiving est arrivé, puis est passé. Je l'ai passé seul dans mon appartement,
en mangeant un poulet rôti du supermarché, devant un match de football. Ce n'était pas vraiment triste. C'était même plutôt paisible. Mais il y a eu des moments où le silence devenait un peu trop lourd. Je me surprenais alors à tendre la main vers mon téléphone, pour appeler quelqu'un. Pas maman, ni Travis. Juste n'importe qui, susceptible de me rappeler que j'existais en dehors de mes 4 murs. Décembre a été difficile. Les fêtes de fin d'année ont ce don de souligner exactement qui est présent dans votre vie, et qui ne l'est pas. Ma liste était bien plus courte que je ne voulais l'admettre. J'avais quelques potes de l'université, Jake et Connor, avec qui j'allais boire des bières de temps en temps. J'avais des collègues de travail sympathiques, mais ce n'étaient pas de vrais amis. Quant à mon passé amoureux, il se résumait à une série de relations inachevées, qui s'essoufflaient systématiquement quelque part entre le 3e rendez-vous, et la fameuse conversation « Alors, nous deux, c'est quoi ?» J'avais 30 ans, je venais de couper les ponts avec ma famille, et je mangeais mon repas de Noël seul dans un restaurant chinois. J'avais l'impression de passer une audition pour la comédie romantique la plus déprimante du monde. Mais voilà le secret quand on touche le fond, une fois qu'on y est, la seule direction possible, c'est vers le haut. En janvier, j'ai pris une décision. Si personne n'était prêt à s'investir pour moi, j'allais m'investir pour moi-même. Pas à la manière d'une affiche de motivation un peu ringarde. D'une manière très concrète, en m'asseyant et en élaborant un plan d'action. J'étais comptable. Je savais analyser des chiffres, et déceler les faiblesses d'un bilan. J'ai donc appliqué exactement la même méthode à ma propre vie. La première étape concernait ma carrière. Je m'étais laissé porter, faisant le strict minimum, encaissant mon salaire, et rentrant chez moi. J'ai donc été parler à ma patronne, une femme nommée Claire, qui avait toujours été franche avec moi, ce que je respectais énormément. Je lui ai dit que je souhaitais obtenir plus de responsabilités. Je l'ai questionné sur l'examen d'expert comptable, sur les perspectives d'évolution, et sur ce qu'il fallait faire pour gravir les échelons. Claire m'a regardé comme si elle attendait que je lui pose cette question depuis 2 ans. Elle m'a dit, « Daniel, tu es l'une des personnes les plus méticuleuses de cette équipe. Mais tu te caches dans ton coin, comme si tu avais peur que quelqu'un te remarque. Arrête de te cacher. » Ensuite, elle m'a tendu une pile de documents de révision. Elle m'a annoncé que l'entreprise prendrait en charge la moitié des frais d'inscription à l'examen, si je l'obtenais du premier coup. J'ai étudié tous les soirs, pendant 3 mois. Ma vie sociale se résumait à faire des exercices pratiques, et à réviser avec des fiches mémo. Jake m'a fait remarquer que je devenais un ermite. Je lui ai répondu que je devenais un expert comptable. C'est sans doute pire d'un point de vue social, mais nettement mieux d'un point de vue financier. J'ai réussi l'examen en avril. Du premier coup, avec les 4 épreuves validées. Claire m'a serré la main, m'informant qu'un poste de cadre se libérait en mai, et qu'elle me recommandait pour cette place. L'augmentation de salaire était conséquente. Pas de quoi changer radicalement de vie, mais suffisamment pour que je sente le sol devenir beaucoup plus stable sous mes pieds. Le deuxième point concernait ma santé physique. Je me suis inscrit dans une salle de sport, en février. Pas un de ces endroits luxueux, proposant des bars à jus et un service de serviettes. Non, une salle sans chichi, située dans une zone commerciale, qui sentait la fonte et la détermination. J'ai commencé à m'y rendre 5 jours par semaine. Au début, j'arrivais à peine à soulever la barre de développé couché sans trembler. C'était une vraie leçon d'humilité, comme seule une salle de sport vide, à 6 heures du matin, peut en offrir. Mais j'ai continué à y aller. C'est ça le secret. Vous n'avez pas besoin d'être bon, il suffit juste de continuer à se présenter. En mai, j'avais changé physiquement. Pas au point de faire la couverture d'un magazine, mais j'avais l'air de quelqu'un qui se souciait un minimum de lui-même. Il s'avère que, lorsque vous cessez de gaspiller toute votre énergie émotionnelle pour des personnes qui ne vous accordent aucune valeur, vous avez soudainement beaucoup plus de carburant à consacrer à votre propre personne. La 3e étape a été la plus difficile. Tisser des liens. De vrais liens. Pas ces relations superficielles avec lesquelles j'avais survécu, mais des rapports profonds et sincères. C'était terrifiant. En effet, s'il y a bien une chose que l'on apprend quand on grandit en étant invisible au sein de sa propre famille, c'est qu'être vu est dangereux. Être vu signifie être jugé. Être jugé signifie être trouvé insuffisant. Enfin, être trouvé insuffisant signifie qu'on vous tend un flacon de parfum à moitié entamé, pendant que tout le monde applaudit pour votre frère.
Mais je me suis fait violence. J'ai commencé à dire oui à des propositions que j'aurais refusées auparavant. Jake m'a invité à un week-end de randonnée, et j'y suis allé. Connor a organisé un barbecue où je ne connaissais pas la moitié des invités. Et, au lieu de rester figé dans mon coin pour repartir discrètement plus tôt, j'ai réellement discuté avec les gens. J'ai même rejoint une ligue de basketball amateur au centre communautaire. C'était plutôt comique, car je ne suis vraiment pas un basketteur très doué. Mais les gars de l'équipe s'en moquaient. Ils voulaient juste quelqu'un qui soit présent le mercredi. C'est lors de l'un de ces matchs que j'ai rencontré Paige. Elle était là, dans les gradins, pour regarder son frère jouer dans l'équipe adverse. Elle avait des cheveux bruns attachés en queue de cheval, et portait un sweatshirt de l'université du Michigan, bien trop grand pour elle. Elle avait ce rire communicatif, qu'on pouvait entendre à l'autre bout du gymnase. Après le match, son frère a fait les présentations. Il s'appelait Adam. Apparemment, je lui avais accidentellement donné un coup de coude dans les côtes, pendant le deuxième quart-temps. Alors, il s'est dit que la moindre des choses pour me faire pardonner, était de rencontrer sa sœur. Je me suis excusé pour le coup de coude. Paige a répondu, « Ne t'inquiète pas, il fait toujours des drames. » Adam a alors lâché, « Au fait, elle est célibataire. » Paige a rougi, et j'ai rougi à mon tour. Adam avait l'air très satisfait de son petit effet. La semaine suivante, nous nous sommes retrouvés pour prendre un café. C'était dans un établissement du centre-ville, qui sert ses muffins atrocement gros, nécessitant un diplôme en ingénierie structurelle pour être mangé correctement. Nous avons discuté pendant 3 heures. Elle avait 28 ans, et travaillait comme physiothérapeute. Elle avait grandi dans le Michigan, adorait les films d'horreur, et détestait la coriandre avec une passion frisant la pathologie. Elle possédait cette façon d'écouter, qui vous donnait l'impression que vos paroles avaient une réelle importance. Nous avons eu un deuxième rendez-vous 4 jours plus tard, puis un troisième. Ensuite, ce n'était plus de simples rendez-vous, c'est devenu une véritable relation. Le genre de choses qui arrivent tout naturellement, quand on n'y prête pas attention. Comme une petite plante sur un rebord de fenêtre, qu'on aurait oublié avoir arrosée, et qui éclot soudainement. J'ai parlé de ma famille à Paige lors de notre 5e rendez-vous. Nous étions assis sur son canapé, en train de regarder un film. Elle m'a posé des questions sur mes parents, comme les gens le font lorsqu'ils apprennent à vous connaître. Et tout est simplement sorti. Le favoritisme, l'anniversaire, le parfum à bas prix, et la rupture. Elle ne m'a pas interrompu, et ne m'a pas dit que j'exagérais. Quand j'ai eu terminé, elle a déclaré, « Ce n'est pas normal, Daniel. Rien de tout cela n'est acceptable. » 12 mots en français. Une phrase très simple, mais que j'avais eu besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un durant toute mon existence. Pas de « tu es trop sensible ». Pas de « la famille, c'est la famille ». Juste une reconnaissance claire et sans ambiguïté, que ce que j'avais vécu était profondément injuste. L'été arrivait, ma vie n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était en octobre dernier. J'avais un nouveau poste au travail, et une relation avec une femme, qui me faisait rire à m'en donner mal au ventre. Mon corps me paraissait plus fort, et j'avais un cercle d'amis, qui appréciaient réellement ma compagnie. La table de cuisine, sur laquelle j'avais l'habitude de m'asseoir seul pour avaler mes burritos surgelés, était devenue l'endroit où Paige et moi préparions le dîner ensemble. Nous débattions pour savoir si le pain à l'ail pouvait compter comme un légume. Elle affirmait que non. Je rétorquais qu'il contenait de l'ail, qui pousse dans la terre, donc que techniquement oui. Elle concluait en disant que la nutrition ne fonctionnait pas comme ça. J'insistais alors sur le fait qu'elle faisait preuve d'étroitesse d'esprit. J'étais heureux. En fait, sincèrement heureux. Pas ce bonheur de façade, ce « ça va bien » que je simulais depuis des années. Je ressentais la vraie joie, celle qui s'installe dans votre poitrine comme une lumière chaleureuse, plutôt que comme un poing serré. Et c'est exactement à ce moment-là que ma mère a décidé qu'elle voulait me récupérer. C'est Travis qui m'a téléphoné, par un dimanche matin du mois d'août. J'étais en train de préparer des crêpes dans la cuisine de Paige. C'était devenu notre petit rituel du week-end. Elle s'occupait du café, et je me chargeais de la pâte. Nous faisions tous les deux semblant de ne pas remarquer que mes crêpes étaient perpétuellement de travers. Elle les décrivait comme ayant une forme artisanale. Moi, je considérais qu'elles étaient la preuve évidente de mes limites culinaires. La voix de Travis a de nouveau pris ce ton prudent. Il a commencé, et, au fait, maman a beaucoup demandé de tes nouvelles dernièrement.
Genre, vraiment beaucoup. Elle a changé, Dan. J'ai retourné une crêpe, qui ressemblait à peu près à l'état du Texas. Changer comment, ai-je demandé. Il a hésité. Elle pleure parfois, sans raison apparente. La semaine dernière, elle regardait de vieux albums photos, et s'est soudainement mise à sangloter dans le salon. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. J'ai répondu, Travis, elle m'a offert un vieux flacon de parfum, acheté dans un bac de promotion, devant 40 personnes. Et ce, pendant que tu recevais une montre Rolex. Elle sait pertinemment ce qu'elle a fait de mal. C'est juste qu'elle pense que ça ne devrait pas avoir d'importance. Travis est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a prononcé des mots qui m'ont surpris, tu as raison. J'y ai énormément réfléchi. L'affaire de la Rolex était très grave, mais ce n'était pas seulement la montre. C'est tout le reste. Ça a toujours été absolument tout. Je le vois, maintenant. Et je m'en veux de ne rien avoir dit plus tôt. C'était la toute première fois de ma vie, que Travis admettait explicitement le favoritisme. Il n'a pas tourné autour du pot, ni minimisé les faits. Il a simplement dit les choses telles qu'elles étaient. Cela comptait beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Il m'a annoncé que maman voulait nous inviter à dîner, tous les trois, chez elle, pour dissiper les malentendus. Elle avait apparemment parlé avec tante Caroline. Cette dernière lui avait rapporté une partie de ce que je lui avais confié, et cela l'avait profondément bouleversé. Selon Travis, elle se rendait plus souvent à l'église, et discutait avec le pasteur pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Il trouvait qu'elle avait l'air sincèrement désolée. J'ai dit à Travis que j'allais y réfléchir. J'avais appris que, de me précipiter avec ma mère, était la garantie absolue d'être blessé. Ce soir-là, Paige et moi en avons discuté. Elle était assise en tailleur sur le canapé, avec un bol de pop-corn. Elle arborait cette expression pensive qu'elle a, lorsqu'elle résout un problème compliqué, ou qu'elle fait des mots croisés. Elle m'a posé la question suivante, à quoi devrait ressembler ce dîner, pour qu'il en vaille vraiment la peine pour toi? Cette question m'a figé, parce que personne ne me l'avait jamais posée auparavant. Tout au long de ma vie, chaque interaction avec ma famille s'était déroulée selon leurs propres conditions. Maman décidait de la date de nos réunions, du lieu, du menu, et des sujets de discussion. Là, Paige me demandait de déterminer ce dont j'avais réellement besoin, au lieu de me contenter d'être présent en espérant que tout se passe bien. J'ai répondu, j'ai besoin qu'elle le dise très spécifiquement. J'ai besoin qu'elle m'explique ce qu'elle a fait, pourquoi c'était mal, et ce qu'elle compte faire différemment. Pas un grand discours, juste qu'elle me voie vraiment, pour une fois. Paige a hoché la tête. Alors, c'est à condition. Tu n'iras pas à ce dîner sans cela. J'ai appelé Travis, et je lui ai annoncé que je viendrais, mais que j'avais des conditions. Pas question de faire la conversation sur la pluie et le beau temps, ni de prétendre que les 10 derniers mois n'avaient pas existé. Si maman voulait crever l'abcès, alors il fallait le faire jusqu'au bout. Aucune dérobade, aucune tentative de culpabilisation, et aucun « tu es trop sensible ». Je voulais une vraie discussion. Travis a transmis le message. 2 jours plus tard, il m'a rappelé pour me dire « Maman est d'accord ». Le dîner était fixé au samedi suivant. J'ai passé la semaine à me préparer. Je me suis assis, et j'ai couché sur le papier tout ce que je voulais lui dire. Chaque incident, chaque affront, chaque moment où je m'étais senti totalement invisible. J'ai organisé tout cela comme un dossier fiscal, de façon méthodique et détaillée. Je savais que si je me présentais en comptant uniquement sur mes émotions, elle trouverait un moyen de tout déformer. Elle était capable de prendre une souffrance légitime, et de la faire passer pour une faiblesse personnelle. Elle faisait cela plus vite que quiconque. Je suis donc venu avec des preuves irréfutables. J'ai aussi appelé tante Caroline. Elle m'a confirmé que maman souffrait sincèrement depuis Thanksgiving. Elle avait perdu du poids, dormait mal, et avait commencé à lui poser des questions sur mon enfance, dont elle n'avait apparemment plus de souvenirs précis. Des choses comme, est-ce que c'est vrai que je n'ai pas organisé de fête pour la remise de diplôme de Daniel? Étais-je vraiment plus dur avec lui, qu'avec Travis? Le simple fait qu'elle doive poser la question, m'indiquait que ce favoritisme était tellement ancré dans son comportement, qu'elle n'en gardait même pas une trace claire dans sa mémoire. Elle agissait de manière tellement automatique, que ce n'était qu'un bruit de fond pour elle. Tandis que, pour moi, c'était la bande originale de toute ma vie.
Caroline a ajouté autre chose qui m'est resté en tête. Elle a dit, ta mère t'aime, Daniel. J'en suis convaincu. Mais un amour sans prise de conscience, n'est rien d'autre qu'une habitude. Elle t'a aimé de la manière qui l'arrangeait, et non de la manière dont tu en avais besoin. C'est peut-être la phrase la plus juste, que j'ai jamais entendue au sujet de ma mère. Le vendredi soir, Paige est passée me voir. Elle m'a trouvé à la table de la cuisine, mes notes étalées devant moi, comme si je préparais une déposition. Elle a regardé les feuilles, puis m'a regardé, et m'a dit, tu vas assurer. Tu t'es entraîné pour ça toute ta vie. La seule différence aujourd'hui, c'est que tu vas prononcer ces mots à haute voix. Elle avait raison. Chaque fois que j'étais resté silencieux, chaque fois que j'avais ravalé ma souffrance, chaque fois que j'avais dit tout va bien, alors que ce n'était absolument pas le cas. Je m'exerçais. Je montais le dossier, je classais les preuves, en attendant le jour où je serais enfin assez fort pour le présenter. Le samedi est arrivé, et j'ai conduit jusqu'à la maison de maman, pour la première fois en 10 mois. Le quartier n'avait pas changé. La maison était toujours la même. Le porche qui en faisait le tour avait encore cette fameuse planche desserrée. Mon père avait prévu de la réparer avant sa mort, et personne n'y avait touché depuis. De l'extérieur, tout paraissait normal, propre, et bien entretenu. La maison parfaite d'une mère parfaite, digne d'une carte postale. Je suis resté assis dans ma voiture quelques minutes avant d'entrer. Non pas parce que j'avais peur, même si j'appréhendais un peu. C'était surtout parce que je voulais me souvenir de ce que je ressentais à cet instant précis. J'étais fort. J'étais préparé. Je n'étais plus la même personne qui, 10 mois plus tôt, avait quitté cette maison en tenant un sac contenant un parfum à 4 €. Ce Daniel-là fuyait la douleur. Le Daniel d'aujourd'hui marchait vers elle, les yeux grands ouverts, et les épaules droites. Je suis sorti de ma voiture. J'ai gravi les marches du porche, enjambant la planche desserrée par la force de l'habitude. J'ai frappé à la porte, au lieu d'entrer directement, car je ne faisais plus partie de ce foyer. J'étais un invité, et les invités frappent à la porte. Maman m'a ouvert. Elle avait l'air plus âgée dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient plus gris, son visage plus émacié. Ses yeux portaient un regard que je ne peux que qualifier de fatigué. Pas un manque de sommeil, non. C'était une fatigue profonde, une lassitude de la vie. Elle m'a regardé, et son menton s'est mis à trembler. Elle m'a dit, « Bonjour, mon bébé. » J'ai répondu, « Bonjour, maman. » Travis était déjà à l'intérieur, assis à la table de la salle à manger. Il avait l'air d'un homme qui souhaitait désespérément se trouver n'importe où ailleurs. Maman avait préparé un bœuf braisé, selon la recette de papa. Je savais qu'elle ne l'avait pas choisi par hasard. Elle tentait de l'invoquer, et de remplir la pièce de son souvenir, tel un rameau d'olivier. Nous nous sommes installés. Nous avons mangé en silence pendant environ 4 minutes. C'est approximativement 3 minutes et 50 secondes de plus, que la durée normale d'un silence confortable, avant qu'il ne devienne oppressant. J'entendais le tic-tac de l'horloge dans le couloir, et le bruit de mâchoire de Travis. Puis, j'ai posé ma fourchette. J'ai dit, « Maman, je suis ici parce que Travis m'a affirmé que tu voulais crever l'abcès. Alors allons-y, crevons-le. » Elle m'a fixé avec ses yeux fatigués. Et, pour la première fois de ma vie, j'y ai lu quelque chose que je n'y avais jamais vu. De la peur. Ma mère craignait ce que j'allais dire. Et, pour être honnête, elle avait toutes les raisons d'avoir peur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas haussé le ton une seule fois. J'ai parlé avec l'assurance que Claire m'avait inculquée, pour présenter les chiffres trimestriels à nos clients. De façon claire, posée, en m'appuyant sur des faits incontestables. J'ai commencé par l'histoire des photos, 43 contre 11. Je lui ai avoué que je les avais comptées quand j'avais 16 ans, et que je n'avais jamais oublié ce chiffre. L'expression de son visage s'est transformée en entendant cela. J'ai perçu une lueur qui ressemblait à de la honte, mais je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. J'ai énuméré les événements de manière chronologique. La fête mémorable de Travis pour son diplôme, comparée au repas chez Applebee's. Les frais de scolarité miraculeusement trouvés pour lui, opposés à la leçon de morale sur la responsabilité financière à laquelle j'avais eu droit. Les dîners dominicaux où elle monopolisait la conversation pendant 45 minutes sur la vie de Travis, avant de me demander simplement de lui passer le sel. J'ai rappelé cette fois où elle avait oublié de venir me chercher après un événement scolaire.
J'avais 12 ans, et elle ne s'était même pas rendue compte de mon absence, jusqu'à ce que papa rentre et demande où j'étais. Ce Noël où elle avait offert une console de jeu à Travis, tandis que je recevais une carte cadeau pour une librairie, sur laquelle 2,30 € avaient déjà été dépensés. Même mes cadeaux étaient de seconde main. Je lui ai raconté chaque instant, chaque affront accumulé dans mon cœur, s'empilant comme des couches de sédiments. Je lui ai parlé du moment passé dans ma voiture après l'anniversaire, du parfum sur le siège passager, et du trajet retour durant lequel j'avais pris ma décision. Je lui ai décrit mon repas de Thanksgiving en solitaire, et mon Noël isolé, le poulet rôti, et le restaurant chinois. Enfin, j'ai abordé le coup de fil de tante Caroline, lui révélant que je savais que papa avait tenté de l'alerter sur son favoritisme, et qu'elle avait refusé de l'entendre. Ce dernier point l'a frappé de plein fouet. Maman a porté sa main à sa bouche, étouffant un petit cri. Elle ignorait que j'étais au courant. Quand j'ai eu terminé, un silence de mort régnait dans la pièce. Travis fixait son assiette, et maman me regardait avec insistance. Je pouvais voir des larmes couler sur ses joues, mais je n'éprouvais aucune pitié pour elle. Non pas que je sois dépourvu de cœur, mais parce que ces larmes avaient 30 ans de retard, et nous en étions tous les deux conscients. Je lui ai demandé, « Maman, je dois te poser une question. Pourquoi? Pourquoi était-ce toujours Travis? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Elle s'est effondrée. Pas de manière théâtrale. Pas comme le font les acteurs dans les films. Elle s'est simplement affaissée lentement, tel un barrage cédant sous la pression de l'eau. Elle a posé ses mains à plat sur la table, et m'a répondu, « Tu n'as rien fait de mal, Daniel. Tu n'as jamais rien fait de mal. » J'ai attendu la suite. Elle a poursuivi, « Tu ressemblais tellement à ton père. Tout en toi le rappelait. Ta façon de bouger, de parler. Même ton habitude de rester assis en silence à cette table, pendant que les autres faisaient du bruit. Après sa mort, te regarder. C'était comme voir un fantôme. C'était plus facile avec Travis. Il était suffisamment différent pour ne pas me rappeler constamment ce que j'avais perdu. Le silence était si lourd que je pouvais presque entendre le bœuf braisé refroidir sur la cuisinière. Elle a ajouté, « Je sais que ce n'est pas une excuse. Mais tu m'as demandé pourquoi, et c'est la vérité. Je t'ai repoussé, parce que t'aimais m'obliger à accepter le fait que Gérald était parti, et je n'étais pas assez forte pour supporter les deux. » J'ai longuement digéré ces mots. Travis s'était pris la tête entre les mains. Maman pleurait à chaudes larmes. Pas les pleurs de façade qu'elle arborait lors des événements de l'église, mais de véritables larmes impossibles à réprimer. Voici ce qui se passe lorsqu'on obtient enfin la réponse attendue toute sa vie, cela ne répare rien. Ça l'explique. Et parfois, c'est utile, mais la blessure reste béante. Comprendre pourquoi une personne vous a fait souffrir, n'efface pas la douleur. Je lui ai dit, « Je ressemble à papa. C'est pour cette raison que tu n'as pas pu m'aimer comme tu aimes Travis. » Elle a rétorqué, « Je t'aimais, Daniel. Et je t'aime toujours. » Je lui ai répondu, « Je te crois. Mais aimer quelqu'un, et lui prouver qu'il est aimé, ce sont deux choses bien distinctes, maman. Et tu m'as prouvé, chaque jour de ma vie, que je passais en second. Cela détruit une personne. Cela m'a détruit. » Elle a hoché la tête. Elle n'a pas cherché à discuter, ni à se dérober. Elle ne m'a pas qualifié de sensible ou de dramatique. Elle a simplement acquiescé. Et ce petit geste de reconnaissance valait plus que 1000 excuses. Travis a alors pris la parole pour la première fois. Il a déclaré, « J'aurais dû intervenir il y a longtemps. Je m'en rendais compte. Je l'ai toujours su, et j'ai laissé faire. C'était plus facile d'être le favori, que de se battre pour ce qui était juste. C'est de ma faute, Dan. Je suis sincèrement désolé. J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment observé, et j'ai su qu'il était sincère. Il ne s'agissait plus du petit garçon modèle, faisant son numéro devant un public. J'avais face à moi un homme de 28 ans, reconnaissant avoir profité d'un système inéquitable sans jamais le remettre en question. Maman m'a demandé ce qu'elle pouvait faire. Pas sur un ton exigeant. Elle a posé la question comme quelqu'un qui ignore sincèrement la réponse, et qui est prêt à entendre la vérité, aussi dure soit-elle. Je lui ai répondu, « Tu ne peux pas effacer 30 ans d'histoire. Maman, tu ne pourras jamais me rendre ma fête de fin d'études, mes frais universitaires. Ni les jours de fête passés dans la solitude.
Mais tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu peux agir comme si je comptais pour toi. Pas plus que Travis. Pas à la place de Travis. Mais tout autant que lui. C'est la seule chose que j'ai jamais désirée. Elle a promis, je le ferai. Je t'en donne ma parole. J'ai répliqué, je vais avoir besoin que tu me le prouves par des actes, et non par de belles paroles. J'ai entendu tes promesses toute ma vie, et elles n'ont jamais été suivies des faits. Elle a accepté. Ce n'était pas de gaieté de cœur, mais elle a accepté. Je lui ai ensuite parlé de ma vie. De mon diplôme d'expert comptable, de ma promotion, du sport, de la ligue de basketball, et de pêche. Les yeux de maman se sont écarquillés, et elle s'est exclamée, « Tu fréquentes quelqu'un ?» Son ton mêlait la surprise et la blessure. J'ai compris qu'elle réalisait seulement à ce moment-là tout ce qu'elle avait manqué de ma vie. Non pas parce que je lui avais caché des choses, mais parce qu'elle ne s'y était jamais assez intéressée pour les découvrir. Je lui ai précisé, elle s'appelle Paige. Elle est physiothérapeute. Elle est intelligente, drôle, et elle m'écoute vraiment. Tu l'apprécierais. Maman a répondu qu'elle adorerait la rencontrer. Je lui ai dit, peut-être un jour. Si les choses s'arrangent d'abord entre nous. Imposer cette limite m'a demandé un effort. Mais il était hors de question de la laisser approcher la plus belle chose de mon existence, tant que je n'étais pas certain qu'elle n'allait pas tout gâcher. La confiance se gagne pas à pas, millimètre par millimètre. Tout cela s'est passé il y a 9 mois. Maman et moi gardons contact. Nous nous parlons une fois par semaine, et je suis allé dîner chez elle à 3 reprises. Elle fait des efforts, je m'en aperçois dans les petits détails. Sa façon de m'interroger sur mon travail, ou son attention quand je lui parle. Récemment, pour mes 31 ans, elle m'a envoyé une carte d'anniversaire, avec une lettre manuscrite à l'intérieur. 4 pages dans lesquelles elle évoquait des souvenirs précis de mon enfance. Elle y listait ce dont elle était fière, et ce pourquoi elle ressentait des regrets. Ce n'était pas une Rolex, mais c'était bien mieux que ça. Travis et moi sommes plus proches que jamais. Le mois dernier, il a assisté à l'un de mes matchs de basket, et m'a charrié depuis les gradins. Apparemment, c'est comme ça que les frères se prouvent leur affection. De plus, il a discrètement rendu la Rolex à maman. Il lui a expliqué qu'il ne se sentait pas à l'aise en la portant. Au début, elle a mal réagi, mais Travis a tenu bon. Ce geste m'a impressionné, plus que toute autre chose qu'il n'ait jamais faite. Paige a fait la connaissance de ma mère en décembre. La rencontre était un peu gênante. Maman a de nouveau préparé son fameux bœuf braisé, et Paige l'a trouvé délicieux. Après le repas, maman m'a pris à part et m'a glissé, « Garde-la, Daniel, c'est la bonne. » Je lui ai répondu, « Je sais. » J'ai désormais 31 ans. Je vis dans un appartement plus spacieux, avec de vrais meubles que j'ai choisis moi-même. J'ai décroché une nouvelle promotion en janvier. Je continue de m'entraîner 5 jours par semaine, et je suis toujours incapable de faire une crêpe bien ronde. Mais je travaille là-dessus. J'ai des amis qui prennent l'initiative de m'appeler. Je partage ma vie avec une femme qui me fait pleurer de rire, ce qu'elle trouve touchant, bien que cela m'embarrasse. Et j'ai une mère qui, lentement, imparfaitement et maladroitement, apprend à m'aimer comme j'en ai toujours eu besoin. Est-ce suffisant? Je l'ignore encore. Certains jours, je me dis que oui. Mais d'autres jours, je me surprends à attendre que les choses tournent mal. La confiance n'est pas totalement restaurée, mais les fondations se consolident, un petit moment après l'autre. Et, pour la première fois de mon existence, je ne porte plus tout ce poids sur mes seules épaules. Le flacon d'eau de Cologne entamé trône toujours sur une étagère du placard de ma salle de bain. Paige m'a un jour demandé pourquoi je le conservais. Je lui ai expliqué que ce n'était pas pour me rappeler à quel point ma mère m'avait rabaissé. Ce flacon est là pour me remémorer l'instant où j'ai décidé que je valais bien plus que 4,99 €. Et il s'avère que j'avais raison. Alors, qu'en pensez-vous, les amis? Avez-vous déjà vécu ce genre de situation, où vous avez compris qu'il fallait en finir avec une dynamique familiale, et tracer une ligne rouge? Ou peut-être avez-vous déjà joué le rôle de Travis dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Racontez-moi tout dans les commentaires ci-dessous. J'ai sincèrement envie d'entendre vos expériences.